LLMOps, qu'est-ce que c'est, pourquoi on en a besoin et pourquoi il faut s'y mettre tout de suite. Ça, c'est moi, il y a à peu près 10 ans. Donc, à l'époque, les mots à la mode, c'était data science, big data, les 3V. Moi, j'avais pas mal d'expérience en tant que développeur, intégrateur, et donc j'avais le droit de jouer sur ce terrain de la data science. Depuis, la data science est devenue machine learning, le machine learning est devenu IA, et la IA est devenue générative IA, ce qui nous amène au LLMOps. Alors, on m'a toujours dit que pour capter votre attention, il faut soit vous présenter une carte, soit vous présenter une citation. Alors, j'ai fait les deux. Le témoignage, c'est la seule partie que je n'ai pas retenue. Le témoignage des sens est, lui aussi, une opération de l'esprit où la conviction crée l'évidence. Cette phrase a été générée par écrite par Marcel Proust, des formations professionnelles. C'est le genre de phrase où il faut lire plusieurs fois dans les deux sens, j'allais dire feed forward, backpropagation pour comprendre. Mais je ne veux pas vous laisser ce temps-là parce que le mot qui m'intéresse, c'est opération. Et en effet, dans MLOps et dans LLMOps, le ops, c'est pour opération. Ça vient du latin operatio. Et l'une des traductions, c'est le mot ouvrage. Donc on est dans le champ sémantique de l'artisanat, du travail bien fait, répété à la perfection, bien travaillé, etc. Moi, ça m'évoque ce genre d'ouvrage à l'époque des Romains, et je vois mal les Romains, à chaque fois qu'ils voulaient construire ça, eh bien improviser, allez, on coupe du bois, etc. Non. Je les vois plutôt faire confiance à une série de tâches maîtrisées, répétées. Comme ça, ils maîtrisent à la fin les délais, les coûts et la qualité. Et à la fin, ils font confiance à ce qu'ils ont construit. Et dans l'IT, alors, ça donne quoi ? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit de pouvoir déployer en production une solution sereinement en étant en confiance. Ça veut dire que depuis le changement de l'application, depuis une ligne de code, que toutes les opérations jusqu'à la mise en prod, la mise aux mains de l'utilisateur final, soient maîtrisées, effectuées à la perfection, en maîtrise et confiance. Et ça, c'est très important, bien sûr, pour l'adoption par les utilisateurs finaux. Alors, il faut dire qu'on vient de loin. Quand j'ai commencé à travailler en 2004, pour faire mes tests logiciels, je devais suivre un fichier Excel et puis exécuter les tests. Pour préparer mes environnements d'exécution, je devais suivre un document Word et faire les étapes l'une après l'autre. Les logos d'Excel et de Word sont d'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et pour le déploiement dans le cloud, c'était pire, parce qu'il fallait que j'aille prendre mon serveur Sun Microsystems, le mettre dans ma Clio 93 1.4 moteur énergie, histoire vraie, et aller le racker dans le data center de OVH. Donc si on met la Clio de côté, vous êtes d'accord que ça n'inspire pas trop la confiance, la maîtrise, la sérénité. Alors je ne dis pas qu'à l'époque, il n'y avait pas des méthodes plus intelligentes à faire, mais elles n'étaient pas assez démocratisées pour qu'un jeune ingénieur comme moi en profite dès son premier boulot. Depuis, heureusement, on a fait beaucoup de progrès, c'est beaucoup plus démocratisé, on a opérationnalisé, c'est le mot qui fait tendance en ce moment, opérationnalisé beaucoup de composants qui participent à nos architectures logicielles. Avec des frameworks comme PyTest, on a opérationnalisé les tests logiciels. Avec des frameworks comme la plateforme de containerisation Docker, on a opérationnalisé les environnements d'exécution. Avec l'infrastructure as code, on a opérationnalisé le déploiement vers le cloud. Je pourrais donner plein d'exemples, mais voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les applications utilisant l'IA générative. Est-ce qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour les déployer sereinement en prod en toute confiance ? Ou est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, il y a des spécificités dans les applications utilisant l'IA générative par rapport à l'application de machine learning ou aux applications quelconques, qui nécessitent un nouvel outil. D'accord ? Alors la réponse courte, c'est oui, il y a des spécificités et ça avance très vite. Regardez, mi-2010, les data scientists commencent tous à utiliser un framework de développement fait par l'INRIA et plein d'instituts français, qui s'appelle scikit-learn. Il a fallu attendre longtemps pour que le MLOps s'installe,
La consécration étant la publication par Google de l'article sur le MLOps. Pour l'IA générative, donc 11 ans entre le framework ML, Machine Learning, et le MLOps. Pour l'IA générative, mi-2023, LangChain, que nous a disséqué Philippe, ça s'installe et tout le monde l'utilise. À peine 6 mois plus tard, un an plus tard, Google fait le même type de publication. Donc, un an seulement entre le framework LLM et le LLMOps. D'accord ? Je vous ai peut-être fait un peu peur, tant mieux. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça calmement avec un cas pratique. Un exemple. C'est quoi mon exemple? C'est une application très classique. C'est un agent conversationnel qui répond à mes questions concernant un document PDF particulier. Tout à l'heure, je vais prendre comme document PDF la Déclaration universelle des droits de l'homme et je vais demander à ChatGPT, parce qu'il y a ChatGPT derrière, quelle est la différence entre l'article 7 et 8. On verra. Que fait mon application? D'abord, elle prend l'input utilisateur, le lien du PDF et la question d'utilisateur. Ensuite, elle regarde, est-ce que j'ai déjà ce PDF vectorisé dans ma base vectorielle, c'est-à-dire transformé dans des structures mathématiques qui permettent la recherche par similarité. Si oui, sinon, on va le faire, on va le vectoriser. Et si oui, ou juste après l'avoir vectorisé, on va aller chercher les extraits dans ce PDF qui sont sémantiquement proches de la question. Avec les extraits plus la question, on va formuler un prompt, et ce prompt, on va l'envoyer au LLM qui va répondre, et on va envoyer la réponse au client, à l'utilisateur. D'accord? Application classique de RAG, rien de méchant. Allez, on va voir ça en pratique. Donc, j'ai ouvert ici mon éditeur de code, et vous voyez, j'ai un projet Python assez classique, avec ma fonction main. Donc, j'ai caché toutes les complexités derrière des fonctions avec des noms clairs, comme ça, on se comprend. Voilà, donc première étape, je récolte l'input utilisateur, l'URL puis la question. Deuxième étape, je télécharge et je vectorise si nécessaire le document. Troisième étape, je cherche les extraits et je formule le prompt. Quatrième étape, je pose la question au LLM. Et enfin, j'affiche la réponse et je la retourne. D'accord? Donc, je vous préviens, c'est très simple. Je n'ai pas fait d'interface graphique comme l'a conseillé ce matin Yannick dans sa présentation on va dire de l'environnement de prototypage idéal pour l'IA générative. Allez, on va exécuter ça très rapidement. Donc, comme ça, Python, chat.main, voilà, il me demande, je suis bien connecté à Internet, super, il me demande le lien du PDF, donc je vais aller le chercher, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hop, il me demande la question, donc on a dit quoi? Quelle est la différence entre l'article 7 et l'article 8? Je viens de perdre 10 secondes sur ma présentation. Dans la Déclaration universelle des droits de... Je tape vite, hein? Hop. Donc là, en effet, il fait la première étape, il download, il indexe, donc les fameux découpages de documents, etc. Et puis, il va répondre à la question. En effet, l'article 7 de la déclaration stipule que tous les individus sont égaux, alors que l'article 8 porte sur la garantie à l'accès. Très bien. Mon application fonctionne. Parfait. Donc, je reviens à ma question. Avons-nous tout ce qu'il faut pour que cette application parte en prod sereinement, ou est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? Justement, j'ai utilisé le mot besoin parce qu'on va partir de là. On ne va pas partir de l'outil. On va partir des besoins, et toute opérationnalisation d'une application IA répond à des besoins précis. Moi, j'aime bien mettre ces besoins dans 4... attends, je vais faire un clin d'œil à Frédéric Duvivier. Moi, j'aime bien mettre ces besoins dans 4 familles. La première, elle concerne tout ce dont j'ai besoin de savoir pour faire fonctionner l'application. Format d'entrée, format de sortie, artefact, zip, exe, j'en sais rien. Et puis, comment c'est fait, quelles sont les étapes, etc. Deuxième famille, ça concerne l'observation pour que je puisse mesurer la performance de l'application pendant le run et peut-être l'améliorer. Troisième famille, c'est un peu les relations presse. Je veux convaincre le monde que mon application est pertinente. C'est-à-dire,
elle a passé des tests de validation. Voici la métrique, la note qu'elle a obtenue. Voici la méthode de validation que j'ai faite. Et quatrième famille, très importante de nos jours, la gouvernance. En gros, la fiche d'identité de l'application. Est-ce qu'elle utilise des données personnelles? Quelle version de ChatGPT ça utilise? Quand est-ce qu'elle a été entraînée? Etc. Bien sûr, on n'a pas le temps de tout voir, donc j'ai choisi pour vous 3 besoins concrets. Donc là, dans la famille 1, j'appelle le besoin modélisation. Je veux dire par là le fait de pouvoir décomposer l'application avec des boîtes et des flèches, pour que je comprenne ce qu'elle fait et puis je puisse l'expliquer aux autres. Dans la famille 2, j'appelle le besoin observabilité, c'est-à-dire tracer tout ce qui se passe, pour pouvoir auditer et monitorer mon application pendant le run. Et dans la troisième famille, le plus important, l'évaluation. C'est-à-dire, j'ai envie de calculer une métrique pour évaluer, encore une fois, la pertinence de l'application. OK? Alors, pour faire tout ça, est-ce que j'ai besoin de réécrire mon code? Est-ce que j'ai besoin de tout implémenter moi-même du sol au plafond? Est-ce qu'il y a des outils qui existent qui vont m'aider et limite, j'ai rien à faire? Alors oui, il y a plein d'outils. On a Langsmith, fait par la même équipe que LangChain, à ne pas confondre avec LangFuse. On a MLflow, l'incontournable, à ne pas confondre avec... pardon, je suis allé trop vite. On a Phoenix, de la société Arise. Et on a Microsoft PromptFlow, à ne pas confondre avec Amazon Bedrock PromptFlows. Et je suis sûr que depuis que j'ai écrit ces slides, il y a de nouveaux outils. Pour ma part, et on a même un collègue qui a codé son propre outil LLMOps. Il est peut-être parmi vous, je ne sais pas. Pour ma part, j'ai joué avec Microsoft PromptFlow. D'accord ? Et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous restituer mon expérience, vous expliquer comment j'ai trouvé ça bien, pas bien, et puis comment je l'ai mis en place. Donc on va le mettre en place très rapidement, et pour chacun des besoins, on va expliquer en quoi c'est spécifique. Souvenez-vous, les besoins sont spécifiques à l'IA générative par rapport aux besoins d'opérationnalisation en général, et puis on va le mettre en place. Ça vous va? C'est parti. Alors, la mise en place, elle est assez simple. On va dire que c'est une librairie assez simple. J'ai juste dû faire ça, l'ajout de la librairie. J'ai pas dû installer une partie serveur, j'ai pas dû dépendre d'un composant extérieur. Tout à l'heure, je vous dirai que ça m'a plu. Aussi, j'ai installé l'extension navigateur. Donc, c'est quand même Microsoft. Ils ont bien travaillé leur extension navigateur, l'extension, pardon. Environnement de VS Code, merci. Voilà, on va voir que c'est très pratique. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais aller ici, j'ai un répertoire vide qui est le flows, donc tous mes flows. Et je vais utiliser l'extension pour créer un nouveau flow. D'accord? Donc c'est un flow vide, très bien. Ça me crée un YAML, une notation de configuration. Je pourrais tout faire à la main si je connaissais la syntaxe par cœur, mais justement, je vais utiliser l'extension visuelle pour que ça aille plus vite. Hop, on est déjà un petit peu accéléré avec ça. Et je vais faire quelques étapes pour initialiser. Donc, mon application, c'est bien un chat. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'elle prend en paramètres? D'abord, l'URL, et ensuite, la question. Et en sortie, on va appeler ça réponse. Et puis là, je devrais remplir comment elle est fabriquée, cette réponse. Mais je ne peux pas le faire encore parce que je n'ai pas créé le premier nœud qui compose mon arborescence, mon flow. Et c'est ce qui nous amène au premier besoin. D'accord? Implémenter la modélisation des opérations. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est spécifique? Dans le machine learning, alors déjà, dans les applications classiques, c'est déterministe, il n'y a pas de souci. Dans le machine learning, même si ce n'est pas il y a un peu d'indéterminisme, on a quand même beaucoup de leviers. Le modèle de machine learning, on le fabrique nous-mêmes. On l'entraîne autant qu'on veut, on le stocke nous-mêmes, on choisit la méthode d'entraînement, les données d'entrée, etc. Dans l'IA générative, le modèle, on le consomme. Il est fait par OpenAI, par Anthropic, etc. On n'a pas de levier, on n'a pas beaucoup de leviers pour l'adapter. Et donc tous les leviers
pour aller adapter cette intelligence artificielle à mon cas pratique, vont se situer dans les étapes de transformation avant et après l'appel au LLM. Ça peut être du document engineering, ça peut être une succession d'appels, en fonction du retour, je fais ci, je fais ça, etc. Donc il y a un certain diagramme, et pour bien expliquer les choses, pour bien maîtriser, j'aimerais bien qu'elle soit visualisée, découplée et matérialisée, quoi. Voilà. D'accord ? Toujours pour une meilleure collaboration avec le métier, par exemple, pour bien voir ce que fait l'application. D'accord ? Allez, on va faire ça. Donc, j'étais là. Mon premier nœud, c'est quoi? C'est exactement ce que fait mon application au début, c'est-à-dire télécharger et vectoriser si nécessaire. Donc, je copie ça et je viens ici créer un premier nœud de type Python, ça veut dire je peux faire à peu près ce que je veux dans le code. Je donne son nom, il va me créer un nouveau fichier. Et là, regardez, il m'a créé un nouveau fichier Python dans ce répertoire extérieur à mon code. Je n'ai pas touché à mon code. Et ce fichier Python, il est ultra simple. C'est juste ce qu'on appelle un wrapper, une enveloppe qui va aller appeler ma fonction. Hop. Et qui va prendre en paramètre, effectivement, l'URL. Voilà. Alors, je vais importer quand même la fonction. Et puis là, si je reviens sur mon outil, d'où vient l'URL? Elle vient justement de l'input. Et hop, je vois apparaître cette fameuse modélisation qui va beaucoup m'aider pour itérer, faire expliquer ce que fait mon application, etc. Et voilà, je vais continuer comme ça pour faire tous mes nœuds. Mais pour aller plus vite, j'ai préparé les choses. J'ai préparé déjà un flow complet qui est juste là, que voici. Hop, je vais aller dans la partie visuelle et regarder mon beau diagramme. C'est pas mal, hein? L'entrée, les étapes, je comprends les dépendances, je comprends qu'est-ce qui se fait avant quoi, etc. Voilà, je pourrais même exécuter dans cette interface graphique, mais on va faire quelque chose encore plus sympa. C'est qu'on va profiter d'une option qu'a cet outil pour aller, regardez, hop, nous allumer une interface graphique de Playground. Voilà, j'ai rien développé, hein, j'ai juste importé l'outil. J'ai une belle interface graphique de Playground, très utile pour, encore une fois, itérer avec le métier, prototyper facilement. Et j'ai même des valeurs par défaut. Donc là, j'ai pris un autre document, qui est celui-là. Il est où? Hop, il est là. C'est le droit international humanitaire. Et je vais poser la question, est-ce qu'il y a des règles dans une guerre? Et là, comme c'est un nouveau document, il va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il va encore le télécharger, le vectoriser, etc. Et là, j'ai le retour dans mon application graphique dans quelques instants. Non. Non. Ah oui, c'est bon. OK, oui, il existe des règles dans le guerre, etc. Très bien. Bah, j'ai fait mon premier besoin, c'est super. Deuxième besoin, l'observabilité. Pourquoi c'est spécifique? Parce que justement, la richesse de cette intelligence artificielle, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'il y a plein d'interactions avec plein de composants, avec le LLM, avec les modèles de vectorisation, avec la base vectorielle, etc. Et dans toutes ces interactions, j'ai besoin de loguer les durées, les latences, les consommations en tokens, les entrées-sorties, les erreurs, etc. Je pourrais coder tout ça moi-même avec les outils d'observabilité existants, mais ça serait pénible et je vais devoir faire une interface graphique, etc. Voyons comment l'outil va le faire, et heureusement tous les outils le font, parce qu'ils se basent sur le fait que tous les providers LLM utilisent le standard OpenTelemetry. Allons voir ça en pratique. Donc là, c'est juste à cliquer sur le bouton View Trace, et je vois là le détail de mes opérations avec une fonctionnalité de ce qu'on appellerait drill down. Et voilà, je vois, l'outil a tout de suite compris que la première étape, c'est une étape de vectorisation. Donc je vois les embeddings, je peux cliquer, je peux voir les vecteurs qui reviennent, etc. Ils sont là.
Et voilà, et là, il a compris que c'est un appel à un LLM, donc je vois les entrées et les sorties. Non, ça c'est l'appel, le RAG, l'appel à la base vectorielle, et il est là l'appel au LLM, je vois le prompt, la sortie, et j'ai tout ici, partout, j'ai les durées en secondes et la consommation de tokens. Vous voyez, c'est magnifique. J'ai tout ça pour l'observabilité. Troisième besoin, l'évaluation. Encore une fois, c'est le plus important. Qu'est-ce qui est spécifique dans l'IA générative? C'est que contrairement au machine learning, les méthodes d'évaluation et les métriques d'évaluation sont moins standards. Mais le concept est tout aussi crucial. Super important. Ça veut dire quoi évaluer une application d'IA générative? Évaluer, c'est évaluer les moyennes d'une interaction utilisateur. Je vais simuler plusieurs interactions utilisateurs et je vais l'évaluer en moyenne. C'est quoi une interaction utilisateur? C'est un input, quelques traitements intermédiaires, chercher du contexte, poser une question à LLM, etc. Et à la fin, une réponse qu'on va donner à l'utilisateur. Pour évaluer cette réponse, je peux par exemple solliciter un expert métier ou une experte métier et lui demander qu'est-ce que tu aurais donné comme réponse idéale pour cette même question. Et là, je vais comparer 0, c'est à côté de la plaque, 1, c'est semblable. Il y a une autre façon de faire, c'est je demande à mon utilisateur de donner son feedback sur la réponse. Pouce en haut, ça me plaît, pouce en bas, ça ne me plaît pas. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors, les deux options sont fastidieuses. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Il faut aller chercher l'expert métier. Il faut prendre de son temps. C'est pas sûr que vos utilisateurs vous donneront le feedback. Donc, beaucoup d'énergie à dépenser pour que ça soit réalisé le jour J dans votre application. Donc, on va partir sur une option plus facile, une évaluation plus facile, qui est l'évaluation est-ce que la réponse du LLM est fondée? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je rappelle, on a un input, un contexte et une réponse. Et on va se demander, est-ce que la réponse que le LLM a donnée est fondée par rapport au contexte que j'ai récupéré du PDF? Ou est-ce qu'en fait, il m'a répondu avec sa connaissance générale, et du coup, c'est ce qu'on appellerait de l'hallucination. Et donc, si la réponse est fondée, je vais mettre 1, et sinon, je vais mettre 0. En fait, je vais mettre une note de 1 à 10. Je vais demander à un troisième LLM, enfin un LLM tiers, sachant cette réponse et sachant ce contexte, dis-moi si c'est fondé ou pas. Et ainsi de suite, je vais simuler plein d'expériences et je vais calculer une métrique pour chacune et je vais moyenner à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais demander à mon outil LLMOps? Je vais lui demander de pouvoir me permettre de référencer un dataset, de pouvoir exécuter pour moi une première série de simulations, ce que je vais appeler le batch de run. Et puis, avec le résultat de ce batch de run, je veux qu'il m'exécute une deuxième série d'évaluation de ce batch de run, okay, que je vais appeler le batch d'éval. Et à la fin, je veux qu'il moyenne. D'accord? Vous voyez un peu l'évaluation simpliste. Alors, il y a d'autres évaluations simplistes, comme la pertinence, je crois. Enfin, il y a des évaluations comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la bonne évaluation, qui est l'expert métier ou le feedback utilisateur, elle est difficile à obtenir. Du coup, on a des alternatives. Allons voir en pratique. Donc, j'ai plus besoin de ça. Je vais aller sur mon éditeur. Donc, pareil, j'ai préparé pour vous un flow qui illustre mon évaluation. Pareil, je vais sur l'éditeur visuel. Et ce flow, voilà, il est très simple. Il prend l'input, qui est le contexte et la réponse de la simulation de run, et il va demander à ChatGPT est-ce que les deux sont est-ce que la réponse est fondée? Il va donner une note de 1 à 10, et après, je vais moyenner. D'accord? Alors, pour faire ça, je vais utiliser le SDK, Software Development Kit de l'outil. Donc, un truc sympa aussi dans cet outil. Donc, ça sera un code Python dans lequel c'est exactement ce que j'ai demandé. Je vais définir un batch de run qui va utiliser un dataset. Il est là, le dataset. Là, j'ai préparé des questions. D'accord? Ensuite, je vais définir un batch d'éval qui dépend justement du batch de run. Et après,
je vais exécuter les deux batchs l'un après l'autre. D'accord? Allons voir si ça va fonctionner. Donc je coupe mon environnement playground, c'est déjà pas mal. Et puis je vais aller chercher la commande, elle est là, non, là, non, là. Voilà, je lance mon fichier Python. Donc là, je vais avoir des logs très verbeux, mais je vais tout de suite cliquer sur ce lien qui va me donner une autre interface où je vois justement mes différentes simulations. Alors là, elles sont en train de tourner. D'accord? Je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Non. Hop. Voilà, donc tout tourné. Donc là, encore une fois, observabilité, on a tout ce qu'il faut. La réponse, la consommation de tokens, les durées, etc. Mais ce n'est pas fini. On a un autre batch, qui est le batch d'eval. Je vais cliquer sur le lien, il est là. Et là, j'ai la même vue, si vous voulez, sauf que c'est la vue d'eval. Et là, je vois que ChatGPT a considéré que toutes les réponses que ChatGPT a données sont fondées et que la moyenne est 10. Voilà, et j'ai la moyenne, les durées, les consommations, etc. D'accord? Cette évaluation, je peux l'expliquer à un correspondant métier. Je peux lui dire, voici ce que j'ai fait pour te convaincre que mon application a passé des tests, elle est pertinente. D'accord? Voilà. Je suis content, on a implémenté les 3 besoins. Et là, c'est l'heure de mon opinion sur l'outil, le verdict. Alors bien sûr, je me suis fait mon opinion. Après, je me suis dit, il faut que je sois objectif. Et donc, j'ai construit des points de vue et forgé mon opinion sur les points de vue. Donc j'ai triché un peu, mais voilà. Les points de vue, c'est quoi? Je me suis demandé, quel est le degré de découplage ou de couplage entre mon code et l'outil? Et là, j'étais super heureux parce que, vous voyez, c'était complètement distinct. Je n'ai rien touché à mon code. Ni pour implémenter l'observabilité, ni pour implémenter l'évaluation, ni pour avoir l'interface graphique, ni pour avoir la modélisation. Ça m'a beaucoup plu. Les prérequis d'infrastructure, pareil, j'étais content, pas de serveur. Ça, c'est un vrai plus pour moi. Dans d'autres contextes, ça peut porter à réflexion. Après, la question que je me pose, qu'est-ce que propose l'outil en termes d'évaluation? Et là, honnêtement, je l'ai trouvé assez respectueux parce que c'est de l'instrumentation pure. C'est à moi de venir avec ma méthode d'évaluation. Lui, il ne me propose rien. Ça m'a plu. Puisque toutes les méthodes d'évaluation, en fait, elles étaient codées ici. Quatrième point de vue, la possibilité de packaging. Là aussi, j'étais très content. Pour moi, c'est un vrai différenciant pour cet outil. Parce qu'en fait, regardez, si je zip ce répertoire, j'ai packagé mon appli. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le flow, les entrées, les sorties, etc. On continue. Il y a encore 4 points de vue. L'utilisation en mode exploratoire. Vous avez vu, il y a l'interface graphique, le mode playground, etc. Ça c'est top. L'intégration aux outils de développement, donc vous avez vu, ça nous a beaucoup accéléré. Par contre, j'ai eu quelques couacs, par exemple la difficulté à refactorer. Quand je change le nom du fichier, ça ne change pas dans l'YAML et vice-versa. Donc là, un petit peu déçu. Question super importante, c'est est-ce que l'outil LLMOps, je vais l'utiliser dans le build, c'est-à-dire pendant que je construis mon application, que j'itère avant de l'envoyer en prod, ou pendant le run, c'est-à-dire une fois qu'elle est en prod, les utilisateurs l'utilisent. Nous, là, on l'a utilisé pendant le build. On a exploré un peu et on a fait une évaluation. Et honnêtement, je ne vois pas comment l'utiliser dans le run. C'est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas de serveur. Et aussi, surtout si je n'étais pas dans l'environnement Azure. Parce que l'outil, il est assez proche de Azure. C'est-à-dire, il va facilement envoyer l'observabilité sur Azure. Voilà, donc en dehors de Azure, je me pose la question, est-ce que j'utiliserai cet outil pendant le run? Enfin, la question qu'on se pose tout le temps sur des librairies externes, la stabilité, la réputation, la qualité. Là, pareil, j'étais un peu déçu parce que pour faire cette démo, j'ai dû patcher Promptflow et j'ai dû travailler avec la version avant la dernière version parce qu'avec la dernière version, je n'ai pas réussi à faire exactement la même chose. Donc là, petit warning, mais bon, je suis sûr qu'ils vont se rattraper. D'accord. Voilà, j'ai fini. Mais si vous devez emporter quelque chose aujourd'hui,
Ça serait 3 conseils. Le premier, c'est choisissez un outil et vite. D'accord ? Peu importe lequel, vous pourriez en changer. Il y a la portabilité, entre guillemets, avec le standard OpenTelemetry. Ça va vous accélérer dans l'exploration, dans l'interaction avec vos métiers, etc. Mais choisissez vite et partez là-dessus. Deuxième conseil, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'évaluation. Ce n'est pas l'outil LLMOps qui va aller tirer l'expert métier par la main et lui dire donne-moi les réponses idéales. Ce n'est pas l'outil LLMOps qui va vous préparer le dataset. C'est à vous de le faire. Ce n'est certainement pas l'outil LLMOps qui va faire que l'utilisateur va donner son feedback. Donc là, vous avez beaucoup de travail à faire, à commencer tout de suite, et c'est vraiment là le plus important, le conseil le plus important. Voilà, et le troisième conseil, c'est de tout le temps donner 3 conseils, comme ça, vous êtes crédible. Voilà, j'ai fini, merci pour votre écoute. Pour aller plus loin, il y a un article que je vous ai mis qui m'a plu, qui a pris l'approche de cette histoire de LLMOps, pareil par les besoins, terre à terre, sans trop de pub pour des outils. Et, cadeau, sur le blog Octo, nous allons publier dans la semaine, avec mes collègues, un article où on a pris à peu près la même démarche et on a comparé 4 outils LLMOps, Promptflow, Apax, Langfuse et Phoenix. Et vous allez pouvoir profiter de cette comparaison, toujours orientée besoin, pour faire votre choix. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je suis à vous.